Shalom à tous. Alors comment s'est passée votre semaine? Dans quelques instants je vais vous raconter la nôtre, pas la mienne bien sûr, mais celle d'Israël et du Moyen-Orient. Bienvenue dans notre magazine Une semaine en Israël. Alors au sommaire de ce magazine, les rumeurs qui enflent sur un possible conflit avec la Syrie cet été, alors que Tsahal multiplie les entraînements sur le plateau du Golan. La diplomatie française en action, le président Nicolas Sarkozy a reçu au palais de l'Élysée les familles des soldats enlevés. Et puis ça faisait un an cette semaine que Eldad Regev et Ehud Goldwasser ont été enlevés par le Hezbollah. Commençons tout de suite avec des images de cette journée qui ont marqué le premier jour de la guerre du Liban. Il y a un an, Eldad Regev et Ehud Goldwasser étaient enlevés par le Hezbollah et 8 de leurs camarades étaient tués dans l'attaque de leur convoi qui patrouillait le long de la frontière nord. C'était le 12 juillet 2006, premier jour de la guerre du Liban. Suite à l'attaque du Hezbollah, Tsahal a immédiatement répliqué, lançant le pays dans une guerre de 34 jours. Devant la complexité de la situation et la difficulté du terrain, les frappes aériennes des premiers jours n'ont pas suffi à mettre un terme aux attaques à la roquette du Hezbollah. Les troupes au sol ont fait leur entrée dans le bourbier libanais où elles ont affronté dans de violents combats les milices chiites libanaises, terrées dans des bunkers et mêlées aux populations civiles. Malgré les avancées de l'armée sur le terrain, les Katyusha n'ont pas cessé de pleuvoir sur Israël. En tout, 4000 missiles pointés sur le pays de longue date auront fait 119 victimes parmi les populations civiles. Dès le lendemain du conflit, le commandement militaire a été condamné pour sa précipitation à engager l'armée dans la guerre. Le ministre de la Défense de l'époque, Amir Peretz, s'était fustigé pour son manque d'expérience. Quant au Premier ministre Ehud Olmert, son sort sera déterminé au moment de la publication des conclusions finales de la commission Vinograd. L'autre sujet central de l'actualité de la semaine concerne les intentions syriennes, alors que la rumeur d'un conflit cet été enfle. Interrogé par la chaîne de Dubaï Al Arabiya, le Premier ministre s'est adressé au maître de Damas et Ehud Olmert a pressé Bachar el-Assad de revenir au plus vite à la table des négociations, sans attendre l'intervention des États-Unis. Bachar el-Assad, vous savez que je suis prêt à négocier directement avec vous, a déclaré Olmert. En attendant, l'armée se tient prête à l'éventualité d'un conflit dans le nord qui aurait le plateau du Golan comme principal enjeu. C'est d'ailleurs dans cette région que l'armée procède à des exercices militaires de simulation pour parer à l'éventualité d'une attaque syrienne ou du Hezbollah. Cette semaine également, la diplomatie française en action. Le nouveau président français Nicolas Sarkozy recevait les familles des soldats enlevés. Ehud Goldwasser, Eldad Regev et Gilad Shalit étaient à l'honneur à l'Élysée et au sein de la communauté juive française qui a organisé une série de cérémonies dans les synagogues du pays. Sarkozy a promis de déployer tous les efforts pour obtenir la libération des 3 soldats israéliens. La semaine prochaine, ce sera au tour du Hezbollah de franchir le seuil du palais de l'Élysée dans le cadre d'un sommet sur le Liban. Un autre front fait toujours l'objet de préoccupations cette semaine, c'est le front sud. Ça a mené plusieurs opérations dans la bande de Gaza. Jeudi, un soldat a été tué au cours de l'une de ses incursions, victime de l'explosion d'une mine qui a blessé 2 de ses camarades. Le Hamas a revendiqué l'attentat. Ces opérations ont pour objectif de démanteler les infrastructures militaires du mouvement de la résistance islamique, de mettre à jour les caches d'armes et les tunnels souterrains qui alimentent le trafic d'armes. Un trafic d'armes mis à mal par la fermeture des points de passage dont le Hamas réclame aujourd'hui la réouverture. Mais en Israël comme en Égypte, les frontières restent closes. Pour Ehud Olmert comme pour Mahmoud Abbas, il s'agit d'un moyen de pression pour affaiblir le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis depuis cette semaine, la scène politique israélienne doit compter avec une nouvelle formation politique, Justice Sociale. C'est le nom du parti créé par le milliardaire d'origine russe Arkady Gaidamak. L'homme se sert de sa fortune pour faire de l'ombre au gouvernement et conquérir les classes populaires, dans les règles de l'art du populisme le plus efficace. Et puis au Likoud, Binyamin Netanyahou se retrouve seul ou presque dans la course à la direction du parti. Son principal adversaire Sylvain Shalom a retiré sa candidature aux élections primaires qui se tiendront le 14 août prochain. Bibi est crédité de 85% des intentions de vote face à Moshe Feiglin, son unique adversaire. Et puis dans l'actualité de la semaine également, des robots israéliens à l'attaque des tâches ménagères. Il ne sera bientôt plus nécessaire de nettoyer soi-même la cuvette des toilettes. Un robot automatisé s'en chargera tout seul. Idem pour les vitres qui seront nettoyées également par un robot indépendant. Cette petite révolution ménagère est le fruit de la recherche d'étudiants israéliens en ingénierie mécanique. Face à ce flot d'informations, ceux qui aspirent un peu d'isolement pourront trouver la quiétude dans cette grotte mise à jour dans le nord d'Israël. Il faudra encore un peu de patience pour y pénétrer. Son emplacement est gardé secret pour protéger les merveilles de géologie qu'elle renferme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme chaque semaine, toutes nos pensées vont aux soldats israéliens toujours retenus au Liban et à Gaza.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Jérémy Devray-Bénichou pour Info Live TV.